Et l'invité aujourd'hui, c'est vous, Paul Texier. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ce matin. Vous êtes délégué départemental de APF France Handicap. C'est bien ça, je me suis C'est pas bien trompé. ça, tout à fait, oui. Alors, avant de parler du sujet des Jeux paralympiques et de leur héritage, est-ce que vous pouvez tout simplement nous réexpliquer d'abord en quelques mots ce qu'est APF France Handicap et quelles sont vos missions? D'accord. Donc, APF France Handicap est une association qui a pris ses débuts en 1933. Nous avons fêté les 90 ans donc l'année dernière. Au niveau national, APF France Handicap, c'est 90 000 acteurs. Sur le département, on a 147 adhérents et 135 bénévoles, car, comme vous savez, une association sans bénévoles, ça ne fonctionne pas. APF France Handicap et plus spécifiquement travaille, disons, pour tous les handicaps et autour de tous les handicaps, mais et surtout pour l'accessibilité. L'accessibilité dans tous les sens du terme, à la fois physique, mais à la fois pour une personne déficiente visuelle et autres. Et aussi, APF France Handicap est un spécialiste du droit de la personne, aussi bien sur le travail que sur le droit social, sur le droit à l'habitat, pour défendre les personnes qui ont un peu moins de chance dans la vie, pour une égalité comme une égalité totale, une inclusivité, dirons-nous, c'est notre mot, nous, à APF France Handicap. Alors, les Jeux paralympiques viennent de se terminer le week-end dernier. C'était une occasion unique de mettre aussi en avant justement vos combats, vos missions en France durant ces Jeux, et puis de faire comprendre à l'ensemble des Françaises, des Français qu'il y a besoin d'inclusion, qu'il y a besoin aussi d'accessibilité. Vous avez d'ailleurs, je crois, mené plusieurs actions durant ces Jeux paralympiques. Oui, tout à fait. Bon, on peut se féliciter que les Jeux paralympiques se soient déroulés dans les meilleures conditions. Les Jeux paralympiques ont permis aussi de montrer que, handicapé ou pas, une personne est une personne à part entière. Et la seule chose que l'on peut mettre ou qui a été mise un peu sous le tapis, parce qu'on a parlé beaucoup des exploits sportifs des personnes handicapées qui font du sport, mais il faut savoir qu'il y a toutes les autres personnes en situation de handicap qui, eux, ne sont pas forcément douées pour le sport et qui, eux, galèrent tous les jours en termes d'accessibilité et de, comment dirais-je, d'inclusion dans la société. On parlait d'accessibilité, je crois d'ailleurs que durant ces Jeux, elle n'a pas été 100% parfaite. On a vu une image, je crois, d'un athlète étranger qui tentait de prendre le métro à Oui. Paris pour rejoindre l'une des cérémonies, qui avait justement des difficultés pour se rendre Alors, sur les différents sites. justement, sur Paris, on dira que seulement 9 stations de métro sont accessibles sur les 330. Donc il y a encore beaucoup à faire. Mais depuis le 6 septembre, il a été signé un pacte de mise en accessibilité du métro à Paris entre la présidente du Conseil d'Île-de-France, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, maire de Paris, et Pascale Ribes, qui est la présidente nationale d'APF France Handicap. Donc espérons que les choses vont avancer un peu plus vite qu'elles ne l'ont été, mais on peut regretter quand même que pendant 8 ans, pour lesquels on sait que les Jeux paralympiques et olympiques auront lieu en France, il a été fait si peu pour la mise en accessibilité des transports. J'entends plutôt souterrain parce que les bus dans Paris sont pratiquement tous accessibles. Justement, vous le disiez, on a eu le temps d'anticiper cette question-là pour les Jeux paralympiques. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, une fois ces Jeux passés, le soufflet, entre guillemets, retombe et que malheureusement, on oublie à nouveau ces sujets-là et ces questions-là? Alors, à charge justement pour les associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap de garder cette pression auprès des pouvoirs publics de façon à ce que journellement on puisse faire améliorer les choses. Et c'est vrai que maintenant, c'est que la sensibilisation au handicap est devenue quand même plus nationale qu'elle ne l'était, parce que la mise en avant des personnes en situation de handicap pendant ces Jeux oblige aussi les pouvoirs publics à reconnaître qu'une personne en situation de handicap est une personne à part entière. Et c'est ça, c'est pour cela que nous nous battons.
Alors on a parlé beaucoup d'accessibilité, il y a effectivement les handicaps physiques visibles entre guillemets, il y a aussi parfois des handicaps qui sont invisibles, des gens qui sont malades, qui eux aussi sont des personnes en situation de handicap. Là aussi il y a toujours un problème de reconnaissance parfois pour ces personnes. Est-ce que c'était l'occasion aussi ces Jeux paralympiques de traiter de ce sujet-là et de traiter de cette reconnaissance? Oui, justement, si les Jeux olympiques sont classés par des lettres, des chiffres, en termes de niveau de handicap, c'est justement pour montrer que tous les handicaps ne sont pas égaux. Il y a le handicap physique, le handicap psychique, le handicap, ce qu'on appelle invisible. Il y a des gens qui sont, quelqu'un qui peut être cardiaque, mais vraiment grave. Quelqu'un peut avoir un gros souci de santé, mais qui ne se voit pas physiquement, mais qui malheureusement l'est quand même. Et il faut faire attention. Souvent, la société a tendance à dire d'une personne qui a un handicap invisible, oh ben c'est un feignant, il veut pas travailler. Et heureusement, ces Jeux paralympiques, espérons quand même, mettre un peu l'accent sur le fait qu'on peut être à la fois différent et y arriver quand même. On a beaucoup parlé de manière globale. Maintenant, concrètement, sur la Vendée, si je recentre sur le département vendéen, on est comment justement en Vendée sur ces sujets-là, à la fois sur les questions de reconnaissance et d'accessibilité? Alors, pour l'accessibilité en Vendée, on peut toujours dire peut mieux faire. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Nous travaillons avec beaucoup de mairies pour leur plan de mise en accessibilité. Mais il faut savoir quand même qu'on arrive justement à l'anniversaire, à la fin de l'anniversaire de la loi pour la mise en accessibilité des ERP. Seulement 33% des ERP en France sont accessibles. Donc la Vendée ne doit pas être loin du lot. Je ne veux pas dire qu'on n'est peut-être pas meilleur, mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on peut se féliciter quand même aujourd'hui d'avoir un rapport meilleur avec les élus de l'ensemble des communes, parce que souvent cette mise en accessibilité est à la charge des maires de chacune des communes. Et aujourd'hui, on est quand même plus entendu que nous l'étions il y a 20 ans. J'en profite, une dernière question très rapide. Il y a un autre grand événement qui va arriver en Vendée, c'est le Vendée Globe. Justement, est-ce qu'il sera accessible? Est-ce que vous avez travaillé un petit peu avec le Vendée Globe pour rendre le village départ accessible à toutes et à tous? J'espère bien pouvoir aller y faire un tour avant le début du Vendée Globe. Jusque-là, c'était globalement accessible. Le souci est que quand on est en bord de mer, il y a des impondérables qui ne sont pas toujours simples, mais je lance un appel justement pour que APF France Handicap, lors de la visite qu'on appelle de sécurité et d'accessibilité, puisse être invité, comme on le fait sur la ville de La Roche-sur-Yon, de façon à vérifier que l'accessibilité est bien la même pour tous. Voilà. Eh bien, l'appel est lancé ce matin. Merci beaucoup, Paul Texier. Ça passe très vite à chaque fois cet échange. Vrai. Merci d'avoir fait le déplacement pour parler donc d'accessibilité et d'inclusion avec nous.